Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir quel prix le Bitcoin et l'Ether doivent avoir pour finalement se dire qu'on entre dans une phase haussière de marché. Et ça c'est quelque chose d'intéressant parce que souvent, on a du mal à savoir si on est plutôt actuellement en phase baissière ou en phase haussière. Alors oui, là ça fait un an que le marché a chuté, donc maintenant on peut affirmer finalement avec certitude qu'on est dans une phase baissière. Sauf que, regardez, je vous montre le graphique du Bitcoin. À quel moment pouvions-nous dire que ça y est, on entrait dans une phase baissière? Est-ce que c'était lorsque le Bitcoin avait imprimé une bougie rouge ici vers les 57 000? Ou alors ici un peu plus bas avec cette mèche d'excès vers les 42 000, finalement quelques semaines après? Ou est-ce que c'est lors de la cassure de ce niveau-là vers les 34 000? Ou est-ce que c'est ici lorsque effectivement c'est bien trop tard pour revendre vers les 20 000 dollars? Vous savez que c'est très très compliqué donc du coup de revendre ces cryptos pour cette raison, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais en fait à quel moment on peut dire voilà, là on rentre dans une phase baissière, là on rentre dans une phase haussière. Donc justement on va faire un travail d'analyse comparatif pour essayer de déterminer le prix du Bitcoin qui doit être affiché, qu'on doit voir avant de se dire voilà, c'est parti, on entre dans une phase haussière de marché pendant 1 an, 2 ans, voilà. Donc en fait je vais faire ce travail pour le Bitcoin et je vais le faire également pour l'Ether parce qu'on a pas mal d'historique, on peut se permettre de faire ce genre de choses pour ces deux cryptos qui sont bien sûr les deux plus grosses cryptos et les plus importantes finalement de ce marché. Ceci étant dit, je te passe la très courte introduction, pense à t'abonner, à liker si le contenu te plaît, à tout de suite. Alors, sache que je te partage un tableur que j'ai créé qui te permet simplement, regarde, d'entrer ici tes cryptos une à une. Donc par exemple là j'ai mis l'Ether pour l'exemple. Je peux mettre OP, Arbitrum, Matic par exemple. Voilà, tu rentres toutes tes cryptos comme ça. Les prix des cryptos s'affichent instantanément en dollars et en euros. Donc c'est les prix actuels de marché. Ça s'actualise chaque heure sur le tableur. Et tu vas dire voilà, j'ai tant d'Ether. Donc sur Binance, sur Coinbase, tu vas mettre simplement toutes tes quantités. Tu te connectes à tes plateformes et tu rentres toutes tes quantités d'Ether. Pareil pour OP, pour Arbitrum, pour Matic. Et ensuite, instantanément, tu peux retourner sur le tableau de bord et tu sauras combien tu gagnes d'argent ou combien tu perds d'argent par rapport à ce que tu as investi à la base. En fait, c'est un tableau qui récapitule tes investissements tout simplement et qui peut t'aider à prendre des décisions parce que tu connais ta répartition stable crypto, ta répartition Bitcoin altcoin et puis tu as également un onglet pour rentrer tes transactions par rapport à l'euro, connaître les plus-values pour faire tes déclarations d'impôts. Voilà, plein de choses qui peuvent vraiment t'intéresser, je pense. Mais je t'en dis beaucoup plus dans une vidéo que j'ai créée spécifiquement pour expliquer en détail cet outil. Regarde la vidéo, je la mets ici en haut à droite dans la petite notification. En plus de ça, dans la description de la vidéo, tu retrouves le lien du site de CryptOrganize sur lequel tu as les différentes offres. À savoir que pour un café par mois, simplement tu peux obtenir cet outil un peu plus qu'un café, plutôt 2 cafés. Et en fait, finalement, tu vas payer pour avoir la récupération automatique des prix des cryptos chaque heure. C'est ça, en fait, que tu payes. Et plus tu prends un abonnement long, et plus c'est dégressif. Donc effectivement, c'est beaucoup plus intéressant de prendre un abonnement sur une année en termes de prix que finalement payer chaque mois. Mais après, pour essayer, tu peux le faire 1 mois ou 2. Tu auras payé 3,50 € et puis à tout moment, tu résilies ton abonnement par un simple lien que tu vas recevoir dans ta boîte mail. Donc c'est très très simple également à faire. Je commence avec l'émission du jour. Alors, vous avez ici à l'écran le graphique du Bitcoin depuis sa création. Alors, pourquoi je dis sa création? C'est parce que là, on était quand même en 2009 et que regardez, ici, le Bitcoin valait moins que 1 centime. Il a dépassé les 1 centime à peu près ici, tout simplement. Donc on naviguait en dessous des 1 centime à cet endroit-là. Donc c'est pour vous dire à quel point on remonte loin sur le graphique. Nous, on va s'intéresser aux différents cycles que l'on a observés. On voit qu'on a un Bitcoin qui s'écrase avec le temps, ce qui veut dire en fait que là, par exemple, au début, on avait un fois 100 000, après on a eu un fois 10 000, après on a eu un fois, par exemple, 1000, un fois 100, et peut-être que là, vous voyez, sur cette dernière hausse, on est passé des 5 000, 69 000, on a eu qu'un fois 20, quoi, vous voyez. Donc plus le temps passe, et plus le multiplicateur de hausse diminue. C'est ça qui justifie, qui montre la volatilité qui se réduit. Donc le prix s'écrase en fait, pour peut-être arriver sur une valeur un peu stable, ou du moins avec une valeur du Bitcoin qui sur un cycle baissier perdrait peut-être à l'avenir que 20%, et sur un cycle haussier pourrait en prendre par exemple 20 également, c'est-à-dire qu'à la fin on pourrait avoir quelque chose qui se stabilise sur une valeur on va dire plus ou moins neutre, et ça serait les circonstances où finalement admettons 80% des gens posséderaient du Bitcoin, où toutes les entreprises ont également investi dans le Bitcoin, et qu'on s'en sert comme par exemple réserve de valeur au même titre que l'or. Voilà, on parle d'un futur peut-être proche, peut-être lointain, j'en sais rien en fait, c'est difficile à dire. En tout cas, on voit que ça s'écrase. Un des éléments intéressants que l'on a pu constater également, c'est ce qui s'est passé à chaque fois
par rapport au halving. Et c'est vrai qu'on a vu un nombre de semaines précis entre les halving et les sommets. Pareil entre les halvings et les points bas de marché. Et à chaque fois, on respecte quasiment à 2-3 semaines près ces sommets et ces points bas. Donc le Bitcoin se raréfie avec le temps, mais on sait très bien que c'est pas ça qui l'a fait monter de 1 centime à 69 000 $. Parce que il n'y a aucune justification qui prouve qu'un actif peut prendre autant en valeur simplement par le fait que tous les 4 ans, les récompenses qui sont données aux mineurs divisent par 2. Certes, il se raréfie. En revanche, il faut quand même qu'il y ait à chaque fois de nouveaux arrivants, et c'est ce qui se passe tous les ans, à chaque cycle, il y a de nouveaux arrivants. On était au début avec 1% des personnes qui possédaient du Bitcoin, après à 2, 3, 4. Aujourd'hui, on est en dessus de 10. Donc, en tout cas, en France, ça veut dire que la demande augmente chaque année. Et elle continue d'augmenter, la demande. Si vous regardez, il doit y avoir sur, d'ailleurs, Look into Bitcoin, un graphique qui vous montre voilà, les adresses actives de Bitcoin. Je vous montre ça rapidement. On est en constante évolution depuis la création du Bitcoin. Alors oui, on a touché un pic d'adresses ici en 2017, un pic également en 2021, et on voit que ça ralentit avec le temps. Mais si vous regardez le graphique, on est sur une constante évolution à la hausse au niveau du nombre d'adresses actives. C'est ça qui est important, c'est les adresses actives, pas les adresses créées, parce qu'évidemment ça peut être que à la hausse, parce qu'une adresse que l'on crée, on peut plus la supprimer par la suite. Donc là, on parle des adresses de Bitcoin actives. Donc c'est vrai que la demande augmente, donc le prix du Bitcoin augmente. Le jour où le nombre d'adresses actives se stabilisera, eh bien on aura peut-être un Bitcoin qui va se stabiliser également, même si il se raréfie avec le temps, il évoluera peut-être à la hausse, mais de façon beaucoup moins importante qu'actuellement, puisque là on sait que c'est la spéculation qui manifestement fait augmenter le prix du Bitcoin. Alors, je précise quand même que là, on parle simplement des adresses sur la finance décentralisée, avec une ledger par exemple. Mais quelqu'un qui crée un compte sur Binance pour acheter 100 $ de Bitcoin simplement comme ça va pas être pris en compte dans ces adresses, donc ça sera pas forcément pris en compte dans le calcul. Donc c'est pas exhaustif ce que vous avez à l'écran, mais bon, c'est quand même intéressant de l'observer. Moi, ce que je voulais simplement vous montrer ici, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on sait qu'il y a des cycles qui s'opèrent par rapport à ces halvings. Même si c'est spéculatif, même si finalement les prix sont déjà pricés à l'avance, comme le précise donc je sais plus son prénom sur Grand Angle Crypto, effectivement les prix sont pricés à l'avance, mais c'est pas parce que les prix sont pricés à l'avance que on n'a pas vu à chaque fois des sommets et des bottoms à la semaine près finalement par rapport au halving. Donc finalement, même si le halving n'a pas d'impact direct sur le prix du Bitcoin, je pense qu'il a un impact indirect, peut-être plutôt émotionnel, psychique, psychologique sur le Bitcoin, sur son prix. Maintenant, quelqu'un qui va vous dire que le halving n'a aucun impact sur le prix du Bitcoin, eh bien finalement c'est une personne qui n'a pas regardé le graphique. C'est comme si quelqu'un vous dit la Terre est plate. Voilà, simplement, il y a tous les scientifiques qui disent l'inverse, mais cette personne décide finalement de croire quelque chose de différent. Là c'est la même chose. Finalement, c'est simple, c'est des analyses graphiques. On observe les sommets, les bottoms, pile poil à un nombre de semaines précis par rapport au halving. Ça se passe comme ça depuis 10 ans. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça dans le futur, mais concrètement, c'est là, c'est présent, c'est sous nos yeux. On ne peut pas le nier en fait. Donc moi, je décide de croire que peut-être ça peut se produire de nouveau lors du cycle suivant. En tout cas, si on prend les 10 dernières années, ça s'est produit. Ça ne veut pas dire que ça va se produire à l'avenir, mais ça reste, on va dire en termes de statistiques, très intéressant de miser sur cela. Vous voyez, voilà, c'est comme ça qu'on va voir les choses aujourd'hui. Et je vais essayer de définir, pour revenir au sujet du jour, le prix que le Bitcoin doit avoir afin de se dire que voilà, ça y est, on entre dans un marché haussier. Pour ça, je retourne. Donc je commence ici en 2012, donc je reviens assez vieux, ça va être rapide, vous inquiétez pas. Je prends la phase baissière. Et ce qu'on a observé à l'époque, c'est que le Bitcoin a décidé, et regardez, c'est l'analyse que j'ai fait tout à l'heure et que je trouvais intéressante, le Bitcoin a décidé de revenir dans sa zone de rechargement de short, ici quelques semaines après le halving. Et ce qui est très intéressant, c'est que normalement une zone de rechargement de short, comme son nom l'indique, est une zone où il vaut mieux miser à la baisse qu'à la hausse. En tout cas, on est susceptible de retracer. Et bien là, non, parce que en termes temporels, on a eu le halving, et regarde, on va regarder le nombre de semaines précisément. On a 5-6 unités, ce qui représente du coup 12 semaines, parce que là, je suis sur une échelle de temps 2 semaines. Mais peu importe, on va se baser sur les unités. Donc 6 unités ici. Après le halving, le Bitcoin rentre dans sa ZR, finalement le casse par le haut et n'y retourne plus jamais de son histoire. D'accord ? Maintenant, je passe du coup sur le cycle suivant, le bear market suivant. Je prends finalement le même Fibo. Je regarde à quel moment on réintègre la ZR. C'était ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, une fois qu'on réintègre la ZR, on la casse par le haut, on la reteste et
Ensuite, on monte vers des niveaux supérieurs. On ne revient plus jamais sur ces niveaux-là. Et là, en termes de semaines, on a plutôt 11 semaines, enfin 11 unités, pardon, 11 x 2, 22 semaines avant qu'on revienne dans ces ZR. Je vais maintenant aller voir le cycle suivant. Donc là, on part en 2018, ça devient beaucoup plus récent, hein. Je prends la phase baissière, la fois où on a réintégré donc la ZR, c'est-à-dire cette zone-là, c'était ici, tout simplement. Et si je prends le nombre de semaines par rapport au halving, eh bien c'était 11-12, voilà, 11-12 bars, donc 22 semaines, exactement pareil que le cycle précédent. C'est des niveaux également, regardez, cette bougie-là, hein, qu'on n'a plus jamais atteint. Alors, regardez, on l'a presque atteint sur le bear market actuel. On va dire qu'on était à la limite, hein, on peut le voir ici avec le rectangle, si je reprends la ZR précédente, voilà. On était à la limite de l'intégrer, on l'a même touché sur les mèches, voilà. On va reprendre le bear market actuel, on va refaire le même travail, voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on observe? On observe que le Bitcoin aujourd'hui est sur les 27 000 et que cette ZR dont on parle depuis tout à l'heure, si jamais on a encore un scénario avec un marché aussi qui s'opère, pourrait être atteint. Donc je reprends mes 11 bars. 11-12 bars, c'était finalement la temporalité pour les deux cycles précédents. Celui encore avant, donc quand le Bitcoin était très peu capitalisé, on avait 6 bars. Mais bon, on s'en fiche, on va prendre 11 comme référence. Donc cette ligne-ci, voilà, comme ceci, à peu près, on va dire le 9 septembre 2024, donc là on parle dans un an à peu près, on pourrait avoir un Bitcoin qui réintègre cette zone-là. Et si c'est le cas, eh bien on peut présupposer, comme à l'époque, qu'en fait c'est un prix qui enclenche un bull market, c'est-à-dire une phase haussière de marché jusque peut-être les 75, les 90, les 100 000. On sait que le prix va s'écraser avec le temps, donc peut-être pas espérer des niveaux non plus hyper élevés, par exemple les 300, les 400, c'est quand même un peu déraisonnable. Mais c'est vrai que du coup, la question que vous allez me poser, c'est est-ce que quand même c'est intéressant d'attendre ce niveau-là avant d'acheter, c'est-à-dire les 55 000, qu'on soit dans cette zone, d'avoir donc cette confirmation ultime d'un nouveau marché haussier pour investir? Bien, je pense pas. Je pense que c'est un peu tard finalement pour le faire. Donc on va se mettre un autre élément graphique pour pouvoir définir un prix qui pourrait matérialiser donc le début d'un bull run. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une ligne, vous allez voir, je vais donc du coup prendre cette ligne-là, une ligne horizontale qui récupère cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'on a finalement une jolie zone ici de support qui finalement aujourd'hui est utilisée en tant que résistance. Pour moi, c'est une zone plus que pertinente. C'est pour ça qu'on s'est arrêté pile poil ici d'ailleurs, hein, le 3 juillet, enfin la semaine du 3 juillet 2023, aux alentours des 32 000. C'est parce que c'était le point bas ici de l'époque, lors du bull market, etc. Un point finalement de résistance qui est très puissant. Donc on rebondit légèrement dessus. Et bien pour moi, c'est vraiment le niveau. Si on le casse, eh bien on peut sans problème envisager un achat sur un retour de neckline. Avant, pourquoi pas la poursuite haussière qui peut s'opérer donc en début d'année, plutôt fin d'année 2024, le retour ici dans cette zone de rechargement, qui peut enclencher par la suite du coup la phase haussière beaucoup plus prononcée. Donc voilà un peu mon point de vue, et pour moi, c'est le prix que l'on doit dépasser pour se dire que ça y est, on rentre dans un bull market, tout en sachant que c'est moins fiable que d'attendre les 48 au 57, puisque là, en revanche, on a une zone qui, historiquement parlant, a marché dans 100% des cas. Vous voyez? Donc maintenant, on va quand même regarder la zone dont je parle là, actuellement avec cette cassure, ce que ça pourrait représenter dans les précédents marchés baissiers, voir si on a eu quelque chose de similaire. Alors, le marché baissier de 2018 était tout à fait différent, puisqu'on est venu titiller ici les 61,8 sans l'intégrer, hein, la zone. Donc pendant le bear market, avant de repartir sur un niveau bas, il nous formait un énorme W. Par conséquent, on n'a pas, et vous voyez le sommet il s'est fait en une fois, il s'est pas fait en deux fois également. Donc on n'a pas de ligne qu'on peut se mettre concrètement pour se dire voilà en fait c'est une zone que l'on doit voir casser pour entrer en bull market. En revanche, il y en a quand même une que j'ai envie de mettre, c'est celle-ci. Pourquoi celle-ci? Parce que vous voyez que là on jongle et qu'on ralentit pour finalement enfoncer le clou, vous voyez. Et eh bien on observe que cette zone, quand on la casse, eh bien on a tendance à penser que voilà, on rentre sur quelque chose de plus définitif. D'ailleurs, regardez, on vient jongler dessus de nouveau, sauf qu'on a eu le crash Covid, et il ne faut pas l'oublier, à mon avis, cette phase baissière-là, elle n'aurait pas été aussi baissière si le Covid n'avait pas eu lieu. Avec le confinement mondial, on se serait peut-être arrêté de nouveau sur cette ligne, etc. Donc j'aurais eu envie de la placer ici, la ligne similaire à celle que j'ai placée au niveau des 32 000 $. À l'époque, ça représentait grosso modo les 7100. Maintenant, si on retourne sur le marché encore précédent, là c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que là, cette fois-ci, on peut se mettre cette ligne-là, qui représente, regardez, ce marché qui avait fait deux rebonds, qui donc du coup a cassé cette ligne de support par le bas par la suite, pour la retester, jongler dessus, la casser,
presque la retester ici avant de partir. Donc là, c'était clairement une ligne intéressante aux alentours à l'époque des 420 $, avec la confirmation ultime ici aux 900, donc 2 fois plus élevé. C'est un peu pareil ici. Je parle des 32 000 et la confirmation vers les 57 000, donc quasiment 2 fois plus élevé. Vraiment, c'est similaire à chaque fois. Et maintenant, si on retourne encore sur le marché précédent, ça commence à faire vieux, le prix du Bitcoin était très faible, la capitalisation complètement différente, donc on pourrait se mettre cette ligne-là effectivement. Pourquoi ? Parce qu'on a un W qui en est pas vraiment un d'ailleurs, mais qui confirme une cassure ici. Voilà, bon, après tout, je pense que là, ça a plus beaucoup d'importance. Voilà pour ça. Donc concrètement, moi, ce que j'imagine, pour quelqu'un, admettons, qui a envie d'investir dans les cryptos aujourd'hui et qui a vraiment cette crainte que le Bitcoin retourne plus bas, eh bien, pourquoi pas se mettre un ordre limite en disant, voilà, si on casse les 32 000, bim, je déclenche un achat. Enfin, pas les 32 000, mais en gros, si on vient intégrer cette zone, je déclenche un achat parce que là, cette fois-ci, on a une confirmation quand même supplémentaire d'une cassure, d'une réintégration des prix précédents, on va dire assez haut, qui historiquement traduit généralement des bull market. Donc ça peut être une possibilité. Je vais aller jeter un œil à l'Ether que j'avais mis ici à côté. Donc on observe ici les différents halvings du Bitcoin sur le graphique de l'Ether. Évidemment, les cryptos font des mouvements similaires. Quand le Bitcoin monte, l'Ether monte, toutes les cryptos montent, etc. Donc c'est toujours très intéressant de regarder les halvings du Bitcoin, même sur les graphiques des autres cryptos. Donc là, en l'occurrence, l'Ether. Ce que j'observe, c'est que le prix actuel des 1590 $ se situe dans une sorte de triangle ascendant, vous voyez. Bon, j'avais notifié ça et je trouve très intéressant, c'est ce triangle avec vraiment des bougies qui sont atteintes précisément, également des clôtures ici notamment, et également cette mèche haute. Donc, pour moi, le prix qui peut être intéressant pour l'Ether, effectivement, de dépasser avant de se dire qu'on enclenche un bull market, c'est la cassure de ce niveau-là. Donc les 2500 $ avec une clôture pourraient signifier une hausse significative de l'Ether par la suite. Sauf qu'aujourd'hui, on est sur les 1580. Donc on est quand même beaucoup plus bas, 1000 $ plus bas. Donc c'est vrai que ça serait dommage de ne pas commencer à saisir ces achats, surtout qu'on est sur un point de support pertinent au niveau de l'Ether, qui bien sûr peut casser par le bas, attention. Maintenant, est-ce qu'on peut faire un double bottom vers les 900 ? C'est également possible. En fait, tant qu'on reste sous cette ligne, finalement, et qu'on ne casse pas ces 2500, eh bien, un scénario baissier peut toujours se dessiner sur l'Ether. Si je reprends le graphique précédent, alors je pourrais refaire un peu ces analyses temporelles avec on va le faire d'ailleurs un petit peu légèrement. Je sais pas, il y a pas autant d'historique évidemment sur l'Ether, on n'a que 2 cycles ici à observer, donc ça va être assez rapide. Mais vous voyez qu'ici cette ligne qui était intéressante de casser, c'était celle-ci. Celle-ci elle représente cette clôture, ces niveaux ici qui avaient été atteints. On n'est pas resté longtemps au-dessus finalement pendant la phase de bull market pour aller chercher les 1500. On la casse par le bas, on la reteste, vous voyez. Et lorsqu'on la casse de nouveau par le haut, eh bien on la reteste et on monte. Donc concrètement, c'est la même chose qui s'est produit donc à l'époque. Et ça s'est produit concrètement, la cassure, voilà, 5 bars, donc je suis sur 2 semaines ici, donc ça fait 10 semaines après le halving. Donc ça veut dire que grosso modo, on peut imaginer que la cassure de la ligne que je vous ai mise à cet endroit-là, qu'on pourrait mettre différemment d'ailleurs, on peut aussi se mettre une ligne horizontale comme celle-ci, qui est tout aussi pertinente au niveau des clôtures, voire peut-être plus. Et on prend 6 bars. 6 bars, ça voudrait dire que grosso modo, aux alentours du 15 juillet 2024, ça peut être très intéressant. Si on voit un Ether qui casse ce niveau-là et reteste cette ligne, et là, en l'occurrence, cette fois-ci, on arrive sur un prix des 1800, donc beaucoup plus intéressant, d'avoir une hausse par la suite qui semble tout à fait pertinente. En tout cas, c'est ce qu'on a vu lors du cycle précédent. Si on prend encore le halving précédent, on voit que voilà, on n'a pas suffisamment d'historique, on n'a pas de contexte pour faire ce travail au niveau de l'Ether. Voilà, donc il y a un autre élément peut-être, oui c'est ça que j'avais préparé, que je voulais vous montrer, c'est l'Ether par rapport au Bitcoin. Donc l'information qu'on peut avoir avec ça, c'est à quel moment c'est plus intéressant d'avoir beaucoup d'Ether et moins de Bitcoin et inversement, vous voyez, c'est ça grosso modo ce graphique. Et donc on a les halvings et pareil, on a la phase baissière et on observe que c'est moins évident que sur les autres graphiques, on n'a pas trop de choses à se mettre, on voit qu'on a ces 2 lignes-là, on a navigué dans cet espace pendant un moment. Et concrètement, ouais, en fait, je vais même me mettre cette ligne-ci. C'est la plus logique pour moi. C'est-à-dire que on est au-dessus ici, on est en dessous à cet endroit-là, on repart en dessus, tout simplement. Et si on regarde à quel moment on réintègre la zone finalement au-dessus, c'est-à-dire la zone haute qui clairement enclenche un bull run, ou plutôt on va dire une prise de valeur très importante de l'Ether par rapport au Bitcoin, eh bien on a par rapport au halving finalement à peu près 10 bars. Et donc là, c'est très différent parce que on n'a pas un Ether, vous voyez, qui est revenu en dessous dans une zone, on va dire, extrêmement basse.
On a eu une réelle prise de valeur et on s'intègre cette fois-ci dans un seul et même rectangle, dans un seul range, sans forcément ligne médiane avec une zone en dessous dans laquelle on navigue, une zone au-dessus, etc. Ça prouve en fait avec l'adoption de la DeFi à quel point l'Ether a été puissant lors de ce précédent bull market et à quel point finalement il montre sa résilience par rapport au Bitcoin et sur ce marché crypto. Maintenant certes on a quelques bougies rouges qui sont manifestement présentes depuis des mois en fait, depuis septembre 2022, mais ça reste une tendance baissière relativement saine avec, regardez cette ligne là qui est un joli point de support. On a eu la phase, alors cette phase baissière c'est Terra Luna, à l'époque de Terra Luna, avec la panique extrême qui s'est opérée sur la finance décentralisée. Est-ce qu'on doit le prendre en compte ou pas, j'en sais rien. En tout cas on a vraiment cette zone là qui peut faire office de support pour l'Ether. Maintenant qu'est-ce qui peut se passer 6 bars après le halving? Eh bien en réalité moi, ce que j'imagine concrètement, et peut-être que je me trompe, c'est qu'en fait, la ligne qu'on doit casser pour enclencher le bull market, c'est celle-ci. Et si on casse cette ligne, croyez-moi, vous allez voir notamment votre portefeuille pas mal augmenter si vous possédez beaucoup plus d'altcoins que de Bitcoin. Puisque là, on a quand même 50% de prise de valeur de l'Ether par rapport au Bitcoin, ce qui est énorme en fait en réalité. Donc si le Bitcoin se valorise et que donc l'Ether suit la tendance du Bitcoin, et qu'en plus l'Ether prend 50% par rapport au Bitcoin, autant vous dire que les 5000 $ atteints par l'Ether lors du précédent bull market pourrait être sans problème dépassé. En fait, concrètement, moi ce que j'imagine pour ce prochain cycle, pour finir un peu et pour conclure avec cette vidéo, c'est un Bitcoin qui fait un double top, voire peut-être un sommet aux 81 000 $, on l'a vu avec les Fibos de prolongation, c'est un des objectifs, pourquoi pas potentiels. Allez, les 100 000 $, ça serait pour moi vraiment du bonus, c'est-à-dire entre les 80 et les 120 000, c'est du bonus pour le Bitcoin. En revanche, je verrais bien un Ether qui, lui, retourne sur des zones assez hautes. Donc je retourne sur le graphique de l'Ether, casse ce niveau et réintègre vraiment cet espace, voire le casse encore par le haut. C'est-à-dire un Ether qui part à 0,12 voire 0,14 Bitcoin. Donc concrètement, si on a un Bitcoin à 100 000 $, 0,14, ça fait 14 000 $ pour un Ether, tout simplement. Donc vous voyez, ça vous laisse imaginer un peu les différences de perspective. Un Bitcoin qui passe de 70 à 100 000, ça vous fait un fois 1,3. Un Ether qui passe de 5 000 à 14 000, ça vous fait un fois 3. Donc entre un fois 1,3 et un fois 3, il n'y a pas photo. Ça sera peut-être beaucoup plus intéressant d'avoir de l'Ether dans le portefeuille sur le prochain cycle, que plutôt d'avoir du Bitcoin. Mais évidemment, peut-être que je me trompe, ça reste mon opinion spéculative aujourd'hui sur ce marché. Est-ce qu'un x3 d'ailleurs, par rapport à un x1,3, enclencherait un flippening? Ça veut dire la capitalisation de l'Ether qui dépasserait celle du Bitcoin. Alors on va essayer de regarder ça vite fait, mais du coup le x1,3 et le x3 je l'évoquais par rapport au précédent sommet, pas par rapport au prix actuel. Donc grosso modo les 100 000 ça ferait un x4 par rapport au prix actuel, donc à peu près 2000 milliards pour le Bitcoin en termes de capitalisation. L'Ether au niveau des 15 000 ça fait un x10, donc on arriverait à 1,9, donc 1900 milliards quoi. Donc vous voyez qu'on serait à quelque chose près en fait sur des capitalisations similaires au niveau du Bitcoin et de l'Ether. Donc dans cette analyse, j'imagine que le flippening peut avoir lieu en fait lors du prochain bull run avec quelque chose de très temporaire, c'est-à-dire un Ether qui passe devant le Bitcoin, on va dire, pendant quelques semaines, avant d'avoir, lors du prochain bear market, finalement, un Ether qui chute beaucoup plus que le Bitcoin, ça paraît logique, et un Bitcoin qui reprend sa place de leader. Finalement, est-ce qu'il va la perdre définitivement à un moment donné ? Je dirais que c'est possible, mais pas avant 8 ans, enfin en fait plutôt 6 à 10 ans, voilà, mais pas dans le prochain cycle haussier. S'il doit avoir lieu, bien sûr, on parle de spéculation ici. Moi je suis un crypto optimiste, on va dire, finalement, et peut-être que je me trompe évidemment. Peut-être qu'en fait ce bull run n'aura jamais lieu. Seul l'avenir nous le dira. Je vous souhaite à tous une excellente journée, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner si c'est pas fait, parce que bon, faut pas rater quand même les émissions quotidiennes, ça serait dommage. Excellente journée, ciao tout le monde, à bientôt.